de 5 ans que je me spécialise dans la connaissance de soi. Avant de faire le travail que je fais maintenant, j'ai été opticienne, donc j'ai vendu des lunettes, ajusté des lunettes, réparé des lunettes, choisi des lunettes pendant 20 ans et j'ai décidé de changer de carrière et aujourd'hui, j'aide les gens à trouver leur X. Pourquoi la connaissance de soi est un sujet extrêmement important et pourquoi c'est abordé ici dans le cadre de votre programme? C'est parce que si tu ne te connais pas en profondeur, parce que la chose que j'entends le plus souvent, c'est ouais, mais moi, je me connais déjà. Sauf que si tu te connais, mais que tu ne te comprends pas, donc si tu ne comprends pas tes déclencheurs de stress, si tu ne comprends pas nécessairement tes besoins, c'est là où c'est ce que les autres autour de toi te reflètent qui vont finir par te définir. Je te donne un exemple. Si tu demandes à ma sœur comment elle est Mélanie, ma sœur te dirait que je suis une femme dépendante, pas tellement sportive. Si tu demandes à mon père, il va dire que je suis une femme un peu fragile, qu'il faut la protéger. Si tu demandes à ma mère va te dire que je suis un peu lente, elle va dire que je suis un peu traîneuse. Si tu demandes à mes enfants, ils vont dire ah, ben ma mère, elle veut tout le temps nous dire quoi faire, ma mère, elle veut tout le temps nous coacher. Ils vont dire aussi des choses comme ah, ben ma mère a fait plein d'affaires, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle fait. Si tu leur demandes qu'est-ce que leur mère fait aujourd'hui, même s'ils sont adultes, ils ont de la misère à le décrire. Et si, évidemment, on demande à mon conjoint qui pourrait dire oh mon Dieu, c'est la femme parfaite, et etc. Donc, tant il y a aussi longtemps que c'est le regard des autres qui détermine qui tu es, ça va être difficile pour toi de savoir c'est quoi que tu veux, ce que tu veux pas, c'est quoi tes besoins, faire des choix, prendre des décisions, ça va rester extrêmement difficile. Donc, sache que la plupart des gens qui sont coachs ou conférenciers, ou peu importe les gens qui enseignent quelque chose, souvent c'est qu'on enseigne ce qu'on a eu le plus de difficultés à intégrer ou le plus de difficultés, c'est la chose où on a eu une quête incessante pour trouver du sens et la connaissance de soi pour moi, c'était un défi et c'est à travers mes apprentissages que j'ai commencé à partager les choses que j'apprenais et c'est devenu une passion depuis ce temps-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître et à se comprendre. J'ai pris des notes parce que je peux parler pendant longtemps et là, notre temps est compté. La belle Joanie nous a dit que j'avais un 15 à 20 minutes, donc on va essayer de faire ça concis et précis pour vous apporter le plus de valeur. Vous allez voir dans les documents, là, je vous ai partagé un PDF pour pouvoir répondre et suivre en même temps que je vais présenter les trucs. Et vous allez voir, là, c'est super facile à faire. Et en même temps, c'est pour vous garder un petit peu actif puis aller faire peut-être une petite introspection à travers ça parce que oui, c'est important de comprendre certains aspects, mais il n'y a rien de plus intéressant que d'aller creuser à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qui peut en ressortir avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder ensemble, dans le fond, un outil que j'utilise pour mon travail. J'en utilise plusieurs, bon, des trucs de développement personnel et tout ça, mais il y en a un particulièrement pour la connaissance de soi qui est mon chouchou. Et c'est un outil qui était utilisé en ressources humaines, donc en entreprise, dans la gestion d'équipe, pour les embauches. C'était la plupart du temps, cet outil-là était utilisé en entreprise. Et je dis la plupart du temps, mais en fait, il n'était pas accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et quand j'ai découvert l'outil dans le cadre de des formations en investissement immobilier, j'ai trouvé ça extrêmement puissant et je me demandais la question, mais pourquoi moi, je ne peux pas avoir accès à cet outil-là. Et finalement, malgré le fait que je n'avais pas nécessairement les connaissances ou le bagage scolaire pour apprendre à utiliser l'outil, on m'a donné ma chance et je suis devenue certifiée avec cet outil de RH-là et qu'on pourrait appeler, si on veut, un test de personnalité. OK? Vous connaissez probablement un peu plus des tests de personnalité si vous en avez déjà entendu parler, souvent avec des modèles qui vont catégoriser, soit te mettre dans des couleurs, des types de personnalité et ils vont faire certaines généralités pour rassembler des traits de caractère. Donc, je m'excuse, je suis en train de m'étouffer. Ils ont, la plupart, pour les modèles, été basés sur un outil qui s'appelle le Big Five, qui est le modèle le plus répandu, le plus connu, je vous dirais, sur la planète au complet. Le modèle que moi, j'utilise, il s'appelle l'indice relationnel pour l'action. C'est 4 lettres IRPA. Et moi, je l'ai appelé le mode d'emploi personnalisé. Et ce modèle-là est basé sur le dictionnaire de la santé mentale, mais évidemment, il ne sert pas à faire
des diagnostics de santé mentale, mais il permet de déterminer nos comportements en situation de stress aigu quand on est surtout en contexte de travail, mais on n'a pas un manteau de personnalité pour quand je vais travailler, puis je ne suis pas la même quand je suis à la maison. C'est juste que ce n'est pas nécessairement les mêmes déclencheurs quand je suis au travail ou à la maison, mais le mode d'emploi personnalisé nous permet de vraiment comprendre c'est quoi le pilote automatique. Là, quand tu es en réaction et que tu comprends plus nécessairement qu'est-ce qui se passe puis que tu as un peu des fois perdu le contrôle et pas nécessairement dans le sens négatif, mais dans le sens où c'est ton mode d'opération et que c'est pas nécessairement conscient, mais c'est ce qui nous fait réagir et c'est ce qui vient nous chercher, c'est ce qui nous pousse à agir. Et le fait de comprendre ces mécanismes-là va nous apporter une prise de conscience qui va faire en sorte qu'au lieu d'être en réaction, je reprends plus mon pouvoir, je vais pouvoir mieux gérer mon niveau d'énergie et comprendre où est-ce que dans ma journée, je perds cette énergie-là, où est-ce que dans certaines relations, ça va me tirer un peu plus de jus que l'autre. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que je vais vous partager les 13 traits de personnalité et avec le document, vous allez pouvoir faire une auto-évaluation pour déterminer à combien vous vous situez pour chacun des traits de personnalité. Ce que j'aime particulièrement avec ce modèle-là, c'est que chaque trait de personnalité, chaque personne a son propre résultat. Donc, je n'ai jamais deux fois le même résultat. Jusqu'à maintenant, j'en ai fait plus de 250, là, j'en ai fait une cinquantaine en entreprise, plus de 200 dans le contexte de développement personnel, parce que dans le fond, ma compagnie s'appelle Sur mon X et moi, j'aide les gens à trouver leur X. Et le X, ce n'est pas seulement de dire « Oh my God, moi, j'aime mon travail, je suis passionnée, je suis tellement sur mon X », l'expression qu'on entend le plus souvent. Pour moi, être sur son X, c'est pas juste d'aimer notre carrière puis d'aimer ce qu'on fait. Et c'est pas obligé d'être entrepreneur et c'est pas obligé d'être une carrière qui est reconnue. Peu importe. Le but, c'est que pour être aligné, il faut se sentir bien dans les différentes sphères de notre vie, que ce soit sur notre relation de couple, dans notre famille, la relation avec soi-même, donc notre estime, notre confiance. Oui, le travail, il faut être bien dans notre travail aussi, idéalement. Et il faut que chacun de ces aspects-là soit aligné avec ta personnalité. Et c'est de là où on va pouvoir sentir que notre vie nous ressemble le plus possible et on va moins avoir tendance à se comparer aux autres, on va avoir moins tendance. Donc, c'est un peu ça l'objectif pour dédramatiser. Et souvent, les gens, quand je leur transmets leur mode d'emploi, en fait, personnalisé, il y a comme un soulagement. Ils sont comme « Oh my God, OK, mais c'est correct là, que je réagis de telle façon ou c'est pour ça que je me sens comme ça. » Et ça dédramatise, ça permet vraiment de faire remettre en lumière les choses qui sont des aspects positifs de notre personnalité, puis d'arrêter de se taper sa tête, hein, parce que je suis sûrement pas la seule qui a, moi je l'appelle la bitch voice, là, mais la petite bitch voice, des fois qui nous tape sa tête, puis qui nous fait penser qu'on n'est pas assez bonne, pas assez vite, pas assez ci, pas assez ça. Inquiétez-vous pas, j'en ai une aussi. Mais l'objectif, dans le fond, c'est d'apprendre à gérer un peu cette histoire-là. Donc, avec le document, vous allez pouvoir déterminer un peu quels sont vos aspects qui sont peut-être un peu plus forts, les aspects qui peuvent être absents de votre personnalité. Et c'est très facile, dans le fond, de s'auto-évaluer, mais évidemment, c'est sûr qu'il n'y a rien comme avoir le vrai résultat, sauf que ça va quand même vous donner une bonne idée de comprendre un peu plus au quotidien les éléments qui se passent autour de vous puis les déclencheurs de stress. Donc, la première chose que je veux vous partager, c'est qu'il y a, comme je vous disais, 13 traits de personnalité et chacun des traits, on va, quand on fait une analyse complète, on va le noter sur une échelle de 0 à 10. Quand le trait de personnalité est à 0, ça veut dire que ça ne fait pas partie de notre personnalité. Donc, si je n'ai pas le trait de la personnalité timide, par exemple, ben, je vais réagir de différentes façons qu'une personne qui a le côté timide dans sa personnalité. Et plus le chiffre est élevé sur 10, plus cet aspect-là dans ma personnalité est fort. Je vais vous partager aussi la moyenne de la population au travail au Québec pour un peu voir, pour se comparer, pas nécessairement pour dire je suis meilleur ou moins bon, mais juste pour vous donner un peu un aperçu parce que ce n'est pas la personne qui est à 10 sur 10, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure, ça veut dire qu'elle est plus réactive à certains facteurs. Donc, l'objectif là-dedans, c'est pas d'avoir une note de 110%. Là. L'objectif, c'est vraiment de déterminer est-ce que ces éléments-là, pour moi, ça vient me chercher ou non? Est-ce que ça me ressemble ou non? Et vous allez voir aussi qu'il y a des couleurs sur la petite échelle. Je vais vous le montrer, ça va être plus facile. Donc,
je vous ai mis chacun des traits de personnalité. On va les faire ensemble, les 3 catégories de traits. Et la couleur ici, dans le fond, c'est que quand il y a un aspect qui est en vert, ça veut dire que c'est absent de votre personnalité. Quand c'est des éléments qui sont en jaune, c'est des choses qui vont venir impacter nos croyances, qui vont venir impacter notre façon de faire les choses, mais c'est plus la portion qui influence le mécanisme à l'intérieur, mais ça ne se voit pas nécessairement dans nos comportements. Donc, ça fait partie de ton bagage, mais ce n'est pas la partie visible qu'on appelle de notre personnalité. Alors que quand on a des aspects qui sont en rouge, le rouge à ce moment-là, c'est vraiment qu'en situation de stress aigu, c'est les premières choses qu'on va remarquer chez quelqu'un quand il se passe une situation XY. Donc là, on va dire, ah oui, cette personne-là, c'est vrai qu'elle réagit de telle façon. Ici, on a des éléments qui sont en noir parce qu'on a aussi le noir là, dans notre possibilité d'échelle. Le noir, c'est là où il peut y avoir un certain déséquilibre, dans le sens où on n'est plus seulement réactif quand il y a une situation de stress aigu. Ça peut être quelque chose qui est plus fort que la moyenne et pas ça peut. C'est toujours quelque chose qui est plus fort que la moyenne. Quand on est en noir, on n'est plus dans la moyenne de la population. Et c'est des choses que là, c'est comme, oh mon Dieu, c'est plus fort que moi et c'est pas obligé d'être sous pression que ces éléments-là vont prendre beaucoup d'espace dans ma vie. C'est là où on va voir, on pourrait voir certains déséquilibres, certains aspects qu'on va dire, mon Dieu, il me semble que ça, là, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Et c'est sûr que les personnes qui ont une tendance à dire qu'ils sont hypersensibles, les personnes qui sont très réactives vont avoir plus de rouge et de noir dans leur personnalité, alors que les gens qui ont plus de vert et de jaune vont être des gens qui sont beaucoup moins réactifs aux facteurs de stress. Donc, dépendamment des situations, il y a certaines personnes qui vont être plus en mesure de garder leur sang-froid que d'autres personnes. Donc, vous comprenez que le principe, c'est d'aller voir, selon vous, suite à la description que je vais vous faire, de déterminer vous êtes à combien sur 10 pour chacun des traits de personnalité qu'on va regarder ensemble. Jusqu'à maintenant, ça va. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Là, sachez que je vais faire en sorte d'être très brève dans mes explications parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là, ensemble là, pour pouvoir élaborer là-dessus. Mais dans le document, je vous ai partagé aussi des podcasts que j'ai faits qui durent un peu plus longtemps. Donc, si vous avez envie d'entendre un peu plus d'explications sur chacun des traits de personnalité, voir à quoi ressemble un profil au complet, avec l'humoriste Mélanie Galimé dans son podcast Mélanie Consulte, j'ai fait son profil au complet. Il y a dans le podcast aussi avec Francis que j'ai fait son podcast sur d'un sentier à l'autre. Donc, je vous ai mis les liens à la fin du document si vous avez un peu cette curiosité-là de savoir à quoi ça peut ressembler. Et juste un petit coup d'œil pour vous montrer, dans le fond, quand on reçoit un résultat, ici, c'est un exemple de résultat. C'est mon profil en 2020, celle-là, je pense. Oui, non, 2022. Donc, les résultats vont toujours être en ordre de couleur, dans le sens où c'est les premiers traits sont en rouge, donc c'est les choses qui ont le plus d'impact quand on est en situation de stress aigu. Ensuite, on a les éléments en jaune dans notre personnalité, donc comme je parlais tout à l'heure, le bagage qu'on a dans notre coffre à outils. Et à la fin, c'est les éléments en vert, donc les choses qui ont le moins d'impact sur ma personnalité. Et à côté, on a toujours la moyenne de la population au travail au Québec. Donc, ça permet de comprendre qu'est-ce qui me distingue par rapport à la moyenne dans les différents aspects de la personnalité. Et vous voyez, là, il y a le petit truc noir aussi dans mon profil. Donc, ce qui va arriver, c'est que certaines personnes vont avoir du noir et du rouge, un peu moins de jaune, un peu plus de vert. Comme je vous dis, là, il y a vraiment tous les modèles existent ou presque jusqu'à maintenant. C'est des cadeaux à chaque fois parce que je trouve ça merveilleux de découvrir l'humain dans sa beauté, son unicité, c'est ce que je trouve le plus fun là-dedans. Et l'autre chose qui est importante de savoir, parce que là, ça se peut que dans les explications que je vais te donner, il y a certains aspects que tu te reconnais un peu, mais peut-être pas complètement. Parce que non seulement chaque trait de personnalité a un impact sur comment on se sent, comment on agit, comment on réagit, mais l'ordre dans lequel il se retrouve pour chacun va avoir un impact. Donc, peut-être que dans les descriptions que je vais te donner, tu vas avoir l'impression qu'il y a 2 ou 3 traits de personnalité
qui pourraient être dans la même couleur, dans le même chiffre. Et là, c'est sûr que ça peut être un petit peu difficile de déterminer lequel est avant lequel, parce qu'évidemment, là, on va le faire de façon un peu en survol. Mais quand on fait l'analyse complète, c'est là où on peut aller voir vraiment les subtilités et comprendre tout ce mécanisme-là qui est simple à comprendre, mais qui peut faire toute la différence. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer par la première catégorie de traits. Ça s'appelle les traits moteurs. Donc, pourquoi ça s'appelle moteur? Bien, évidemment, parce que c'est qu'est-ce qui nous pousse à agir dans les situations de stress aigu. Et il y a 4 éléments dans notre personnalité et c'est souvent ce qu'on va retrouver dans les modèles, quand on parle du Big Five et tout ça, là, ou les couleurs, les 4 couleurs, là, c'est souvent ces aspects-là qui vont ressembler un peu plus. Donc, le premier trait de personnalité, c'est le côté qu'on appelle performant. Performant, dans le fond, pas dans le sens où, mettez-vous pas tout de suite un 10, là, OK? Le performant, c'est simplement pour dire que c'est une personne qui est très réactive aux facteurs de stress. C'est quelqu'un qui aime être dans le feu de l'action. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a de la misère à rester assis sur son divan, à ne rien faire, si c'est quelqu'un qui a tout le temps quelque chose à faire, un projet, 2 projets, 3 projets, qui aime ça quand ça bouge autour de lui, bien là, à ce moment-là, on va se trouver à quelqu'un qui est 7, 8 ou 9 sur 10. 10 sur 10, c'est extrêmement rare, mais règle générale, si tu as de l'énergie pour ta semaine, tu es capable de travailler peut-être même la fin de semaine, le soir, il te reste encore tout plein d'énergie, il y a des bonnes chances que tu es dans la catégorie de rouge ou possiblement le noir. Pour le noir, sa difficulté, c'est d'arrêter de travailler. Lui, il ne peut pas s'empêcher de... c'est souvent des gens qui ont plusieurs passions. Donc là, on va être dans quelqu'un qui a de la difficulté à arrêter. C'est vraiment les sprinteurs qui vont être en rouge et en noir au niveau du côté performant. Alors que si on se retrouve avec une personne qui a un performant plus bas, qui pourrait être à 1, 2, 3, à ce moment-là, on va parler des personnes qui sont un peu plus comme des marathoniens. Donc, ils vont préférer commencer une tâche puis la finir avant de passer à autre chose. C'est des gens qui aiment moins les interruptions. On n'aime pas vraiment, moi je suis performant bas, j'aime pas particulièrement me faire interrompre, me faire dire ah, ben là, finalement, ça c'est urgent, il faudrait faire ça en premier. Moi, j'aime compléter, fermer des onglets que j'appelle. J'aime finir les choses avant d'en commencer une prochaine. Et quand je commence quelque chose, l'avantage d'un performant bas, c'est qu'il va rester motivé pendant longtemps sur une tâche qui dure plus longtemps. Le performant élevé, sa motivation est plus brève, est plus courte et ça se peut qu'il trouve que quand c'est trop long, il est tanné puis il veut passer à autre chose. Donc, d'après toi, tu es à combien sur 10 pour le côté performant? Le deuxième qu'on va regarder ensemble, c'est le côté conciliant. Et là, attendez, je ne vous ai pas dit. Le performant dans la moyenne de la population au travail au Québec, il est à, je l'ai marqué ici, à 4,8. Donc autour de 5, là, la moyenne de la population. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des environnements de travail sont autour de la performance, de la rapidité. C'est pour ça que, en général, la vie va vite parce que la majorité des gens est du côté performant. Sans vouloir dire que si tu es performant bas, tu n'es pas performante, OK? Parce qu'on a d'autres qualités. J'aime dire ça, d'accord? Donc, on revient, vous me suivez encore, au conciliant. Le deuxième trait de personnalité qui est le côté conciliant. Le conciliant, en fait, quand il est en rouge ou en noir, c'est premièrement une personne qui va préférer travailler en équipe. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des gens autour de lui. Surtout s'il est en noir, on peut parler de, bon, vous connaissez l'expression, là, le people pleaser, là, la personne qui a de la misère à mettre ses limites, la personne qui peut avoir de la difficulté à dire non. C'est quelqu'un qui est un peu comme un caméléon. Donc, il va s'ajuster un peu aux gens autour de lui parce que sa façon de se valoriser va faire en sorte qu'il s'ajuste un peu aux gens autour de lui. C'est aussi pour éviter le rejet parce que le conciliant a peur du rejet. Quand j'ai commencé les analyses et tout ça en 2020, mon conciliant était à 8.
sur 10. Donc, allô, la personne qui veut faire plaisir à tout le monde, c'était moi. Et avec le travail sur moi et tout ça, je suis rendue à 5 sur 10. Alors, je peux vous dire que maintenant, je suis capable de mettre mes limites. Je suis capable de dire à quelqu'un, mais tu sais quoi, ça ne m'intéresse pas, ce que je n'étais pas capable de faire. Donc, je vous invite à faire ce travail-là. Si c'est un aspect qui est fort pour vous, ça vaut toutes les énergies et les efforts parce que, oh my God, ça te simplifie un peu la vie. Si ton conciliant est plus bas, si le fait de, oui, on peut travailler en équipe, mais que tu es très bien toute seule, puis que tu ne sens pas nécessairement le besoin de faire plaisir à tout le monde, et que là où tu vas vouloir peut-être faire la part des choses ou mettre un peu d'eau dans ton vin, ça va être avec les personnes qui sont importantes pour toi. Mais si tu ne connais pas la personne, ça ne te dérange pas, bien à ce moment-là, c'est sûr qu'on va se retrouver avec un conciliant qui est plus dans le jaune que dans le rouge. La moyenne de la population pour le performant est autour de 5 en rouge. Donc, la majorité des Québécois ont cette tendance-là quand même à préférer être en équipe, à préférer être entouré. Donc, c'est un élément quand même. Et là, je dis Québécois, OK, mais on parle pas, on va dire, de gens qui habitent au Québec, là, parce qu'il n'y a pas de nationalité là-dedans. Il y a juste les gens qui sont aptes à travailler au Québec. Vous comprenez? Donc, la moyenne est autour de 5. Et on va aller au point suivant, le troisième prémoteur, qui est le côté méticuleux. Ça, si vous avez le méticuleux dans votre personnalité, vous êtes quelqu'un qui aime les détails, vous avez un petit côté perfectionniste. Quand il y a une faute, vous la voyez tout de suite. Quand il y a quelqu'un qui fait de quoi de travers, vous voyez tout de suite. Le méticuleux peut aussi avoir besoin de tout comprendre, tout connaître. Et le défi, quand on est très, très, très méticuleux, c'est que parfois on veut agir, mais finalement, on va rester coincé dans le détail et ça peut ralentir la vitesse d'exécution, ralentir notre travail ou alourdir la charge parce qu'on se met beaucoup de pression à faire tout de façon parfaite et ça peut nous empêcher d'avancer. Si notre méticuleux est plus bas, à 2, 3, à ce moment-là, on est capable de tourner les coins ronds. Ça se pourrait que tu aies plus ou moins d'intérêt pour l'ordre, l'organisation, le ménage. Moi, c'est mon cas. J'aime pas particulièrement. J'aime quand c'est propre, mais j'haïs ça faire du ménage, j'haïs ça ramasser. Alors que quelqu'un qui est très méticuleux, il aime ça quand c'est organisé, quand c'est structuré. Et règle générale, c'est un trait de caractère qu'on a déjà à la naissance parce que je me souviens, ma fille, elle avait 3 ans, puis déjà, elle savait où elle rangeait ses choses, où elle plaçait ses affaires. Et je n'ai jamais eu à enseigner à ma fille à ramasser. Elle a pris elle-même ces habitudes-là, est beaucoup plus structurée et beaucoup plus organisée que moi. Donc, est-ce qu'il se cache un méticuleux en vous et vous êtes à combien d'après vous? Et la moyenne de la population pour celui-là, c'est 4,78. Donc, on a aussi un élément qui est en rouge pour la moyenne de la population. Donc, le méticuleux. Le point suivant, c'est le côté circonspect. Bon, beau grand mot scientifique, mais pourquoi on a utilisé ce mot-là? Le circonspect, en fait, c'est parce que on ne peut pas dire avec notre outil qu'une personne a le côté anxieux dans sa personnalité, mais c'est un peu cet aspect-là. Donc, le circonspect, si on est à 6, 7, 8, 9, 10, là, on a un hamster qui est fort, OK? On se projette dans le temps, on est bon pour planifier, organiser, voir qu'est-ce qui s'en vient. Si tu n'aimes pas quand il y a des situations qui changent à la dernière minute, il y a des bonnes chances que ton circonspect soit élevé. Si tu es quelqu'un qui s'adapte au changement, qui se revire sur un dizaine, que ça ne le dérange pas quand tous les plans changent de bord, qui a une facilité à être dans le moment présent, puis que, bof, qu'est-ce qui t'attend la semaine prochaine, c'est flou. À ce moment-là, il y a de fortes chances que tu es en jaune, parce qu'en vert, c'est très, très rare quand même, quelqu'un qui n'a pas du tout le circonspect. Et on va aller dans la catégorie suivante parce que là, Joanie ne sera pas contente. Le temps défile. Donc, la deuxième catégorie de traits de personnalité, c'est les traits d'attitude. Les traits d'attitude qui sont ce qu'on dégage ou ce qu'on projette comme image à l'extérieur de soi. Le premier dans cette catégorie-là, c'est le côté confiant. Et le confiant, dans le fond, quand il est en rouge, ou en noir, à ce moment-là, c'est l'image de quelqu'un qui a une grande confiance en elle. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à être un peu dans l'ego. C'est quelqu'un qui va se positionner. Donc, il voit un peu, telle personne est meilleure que moi, moins bonne et tout ça. Et plus on a le côté confiant fort,
plus on déploie de l'énergie pour protéger notre image, protéger de quoi on a l'air. Et j'aime beaucoup à dire que le confiant élevé, là, c'est souvent comme le petit canard qui flotte sur l'eau. Ah, tu as l'air beau, puis en dessous, il patine vraiment fort. Donc ça, c'est le confiant très élevé. La moyenne de la population pour le confiant est plus autour de 4,4, ce qui veut dire en jaune. Et quand notre confiant est à 4, on parle d'une bonne confiance, on est capable de reconnaître nos aptitudes, nos habiletés. Oui, je suis capable, non, je ne suis pas capable. Puis évidemment, si la confiance elle est plus faible, à ce moment-là, c'est que c'est quelqu'un qui va accepter des postes de moins reconnus, des salaires plus bas. C'est quelqu'un qui va avoir plus de difficultés à s'affirmer. Donc là, à ce moment-là, on pourrait parler d'un confiant qui est en vert, mais ça aussi, c'est quand même plus rare, mais ça arrive. Le deuxième point dans les attitudes, c'est le jugement. Le jugement, dans le fond, c'est une façon de percevoir les choses. Donc, cette échelle-là, c'est vraiment, si tu es en vert 0,2, c'est quelqu'un full optimiste, la vie est belle, les arcs-en-ciel, les papillons, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Et plus on s'en va vers la droite, donc en rouge ou en noir, c'est les gens qui sont plus pessimistes, c'est les gens qui voient les problèmes avant les solutions, c'est les gens qui vont avoir beaucoup de talent si on parle de santé et sécurité parce qu'ils voient les accidents d'avance. Mais en même temps, c'est les gens, des fois dans une équipe, qui se font l'avocat du diable, qui vont péter ta balloune un peu. Et donc, ça peut faire en sorte que c'est un peu comme notre mindset, là. C'est sûr que la vie va demander plus d'énergie si la tendance naturelle, c'est d'être un petit peu plus pessimiste que quelqu'un qui a déjà le côté optimiste de base, donc dans sa personnalité. Le troisième, c'est le côté réservé. Réservé, dans le fond, c'est le trait de personnalité où j'ai le plus de gens qui font comme Oh my God, ça me fait du bien de comprendre cet aspect-là parce que le réservé, c'est notre réservoir d'énergie qui se vide quand on est en présence des autres. Donc, si la présence des autres ne te prend pas d'énergie, ça veut dire que tu n'es pas réservé. Tu peux être avec des gens constamment, tu peux avoir du monde autour de toi, il n'y aura pas de problème. Et cet aspect-là est quand même assez rare dans la moyenne de la population. Le réservé, il est à 2,8. Mais si ton réservé, il est à 4, 5, 6. À ce moment-là, quand tu es avec des gens, des amis, de la famille, ça peut même être ton conjoint, tes enfants, le réservoir d'énergie se vide quand même un peu, même si on aime beaucoup ces gens-là. Et c'est ce qui fait que les gens qui sont très réservés, ils ont besoin d'un moment seul pour refaire leur énergie. Et l'un n'empêche pas l'autre. Donc, si on a des gens qui sont très conciliants, comme on parlait au début, les gens qui aiment être entourés et tout ça, mais on peut aussi avoir le côté réservé dans notre personnalité. Donc, c'est d'apprendre à équilibrer un peu ces deux aspects-là, si on a les deux dans notre personnalité. Mais les gens qui sont très réservés vont préférer aussi un travail qui se fait tout seul dans son bureau, au moins avoir une porte fermée, pas avoir des gens qui circulent autour et tout ça, parce que sinon, c'est très énergivore. Donc, à combien, d'après toi, tu es pour le côté réservé? Le dernier trait d'attitude, excusez-moi, j'espère que je ne parle pas trop vite. Vous ralentirez la vidéo si c'est trop vite. C'est le côté théâtral. Le théâtral, c'est le côté de notre personnalité qui va aimer avoir de l'attention. Donc, quand le théâtral est en rouge ou en noir, c'est des gens qui ont besoin d'attention. Hein? Que ce soit comédiens, que ce soit des gens qui ont besoin d'être sur la scène, des artistes, des musiciens. Souvent, quand c'est dans les premiers traits de personnalité, c'est des gens qui prennent plus de place, qui sont plus une grande facilité à s'affirmer et tout ça. La moyenne de la population, quand même, pour le théâtral, il est en jaune à 2,13. Et en général, quand c'est en jaune, ben, c'est que je suis capable de m'exprimer et de prendre ma place quand c'est nécessaire. Le côté théâtral, c'est notre créativité aussi. Il peut très bien être en jaune et avoir une personne super créative, mais ce n'est pas nécessairement ça qui va devenir son travail. Alors, le théâtral, autour de 2, 3, 4 aussi, ça nous donne quand même une certaine capacité là, à nommer mes émotions et tout ça. Bon, en rouge, c'est sûr que c'est même over-exprimer ses émotions, mais en jaune, on a quand même cette habileté-là. Alors que si t'es théâtral en vert, à ce moment-là, ça veut dire que c'est très difficile de savoir comment je me sens, c'est quoi mon émotion. C'est quelqu'un qui va être difficile à lire. Là. Le contraire d'un livre ouvert, hein, le théâtral élevé, c'est un livre ouvert. Le théâtral en vert, c'est l'inverse. Donc, difficile de saisir. Et pour cette personne-là, comme moi, je ne suis pas du tout théâtrale, savoir comment je me sens, c'est tout un défi, je vais vous le dire. À part être contente, fâchée, triste, les nuances,
c'est pas pour rien que j'ai besoin de travailler cet aspect-là dans ma personnalité. Et le dernier, mais non les moindres, les plus importants selon moi, parce que c'est souvent nos angles morts. Et on a presque terminé, donc restez avec moi parce que c'est des belles petites pépites très importantes pour vous. C'est ce qu'on appelle les traits restrictifs. Les traits restrictifs, c'est notre système de défense qui est souvent inconscient, qui nous permet, dans le fond, ou c'est des stratégies qu'on a développées depuis notre enfance pour s'adapter aux situations de la vie. Le premier, c'est le côté prudent. Le prudent qui parle de la timidité de quelqu'un, donc une personne qui, en moyenne, là, celui-là aussi, là, il est relativement bas dans la population parce qu'il est en jaune à 2. Donc, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont timides, mais la timidité, c'est un peu comme des filtres à l'intérieur de nous. C'est ce qui fait qu'en groupe, ben, peut-être que la personne, elle va filtrer un peu ses questions, elle va filtrer qu'est-ce qu'elle dit. Les gens qui sont très timides, en rouge ou en noir, c'est des gens qui sont très bons pour écouter. C'est des gens qui ne vont pas nécessairement prendre la place dans un groupe, qui vont préférer être en mode observateur. Et ça peut demander un certain temps quand même pour être à l'aise avec les autres. Alors que les gens qui sont en vert, qui ne sont pas timides du tout, ben, ils s'en foutent un peu, puis ça ne les dérange pas s'ils ont l'air fous, ils vont s'arranger, ils vont se réchapper et tout ça. Donc, ils n'ont pas cette peur-là. Et souvent, le timide va avoir un aspect aussi avec l'estime de soi. Donc, plus la personne, elle est timide, plus elle a des risques d'avoir à travailler l'estime de soi parce que c'est beaucoup relié à des choses qu'on peut avoir vécues quand on était jeune, mais j'élaborerai pas là-dessus, là, mais ça pourrait aller jusque-là. Donc, la timidité, c'est un aspect qui se travaille très bien, mais ça demande de le faire avec douceur puis d'y aller un pas à la fois. Vous allez voir, le deuxième, j'ai mis le trait émotif et je l'ai mis en rouge. Pourquoi? Parce que l'émotivité dans le modèle IRPA, ce n'est pas un trait de personnalité, c'est plus un indicateur de l'état émotionnel de la personne au moment où on fait le questionnaire. Donc, c'est un peu pour dire, au moment où la personne a fait son test, comment elle se sentait. Est-ce qu'elle est en remise en question? Est-ce qu'elle traverse une période qui peut être difficile? Ce qu'on ne peut pas savoir, c'est qu'est-ce qui se passe exactement pour cette personne-là, mais on va pouvoir savoir si la personne elle a besoin d'aller chercher un soutien, un support, d'aller chercher un thérapeute, psychologue, médecin, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Si l'émotif est en jaune ou en vert, à ce moment-là, ça va simplement se répercuter dans, c'est en jaune, j'ai peut-être un petit peu plus de difficulté à me lever le matin que d'habitude. C'est en vert, ça veut dire que ça va super bien. S'il est en rouge, à ce moment-là, oui, c'est un peu un signal d'alarme pour dire, écoute, là, c'est le temps que tu prennes soin de toi, il se passe quelque chose, ton corps te parle. Donc, c'est un peu comme dans l'auto, là, quand la lumière rouge allume, c'est un auto à gaz. Si c'est un auto électrique, c'est quand il reste moins de kilomètres, là. Ajusté, c'est selon. Mais c'est le signal pour dire, on a besoin d'aller chercher de l'aide, de vacances, du repos. Il y a quelque chose qui ne fonctionne bien, qui ne fonctionne pas bien. Et le émotif, c'est le seul trait de personnalité qui peut monter ou descendre quand même rapidement. Donc, il ne faut pas dire « Oh mon Dieu, je suis émotif, je vais rester là ». C'est vraiment quelque chose qui est très, très volatile, donc monter et descendre. Il ne faut pas le voir comme une condamnation parce qu'on a l'émotivité qui serait élevée, mettons, due à quelqu'un qui serait en remise en question dans sa vie personnelle ou professionnelle. C'est des états qui sont, règle générale, temporaires, à moins d'avoir un autre diagnostic de santé mentale qui, là, dépasse de loin les choses qu'on analyse avec un outil comme celui-là ici. Le troisième ici, c'est le côté vigilant. Le vigilant, c'est une méfiance relationnelle avec des nouvelles personnes. C'est si on va dans les extrêmes, quand on parle d'un trait en rouge ou en noir pour le côté vigilant, on va aller plus dans le côté la jalousie, la personne a de la misère à faire confiance aux autres, elle pourrait avoir peur de perdre son travail, son conjoint. C'est quelqu'un qui pourrait tomber un peu, si on veut, le noir, c'est paranoïaque. Donc, on ne diagnostique pas quelqu'un qui est paranoïaque, mais la vigilance, c'est quelque chose qui s'acquiert suite à des expériences vécues. Donc, il y a certains clients que j'ai eus qui avaient un vigilant très élevé, mais qui avaient vécu des choses quand même très particulières dans leur vie. Mais en général, la moyenne de la population, le vigilant, il est en jaune à 1,7, 1,53. Donc, le 1,5, c'est une méfiance normale. En vert, ça veut dire qu'on fait confiance à tout le monde et que ça se peut que des
des fois, on se dit « Oh mon Dieu, je me suis fait avoir, je n'avais pas remarqué. » Donc, avoir un petit peu de vigilance, c'est pas mauvais, mais c'est quand ça devient trop aiguisé que là, ça peut être limitant, ça peut faire en sorte qu'on a de la difficulté avec les nouvelles personnes et tout ça. Donc, à combien sur 10 tu crois que le vigilant a de l'impact? L'avant-dernier, c'est le côté boxeur. Le boxeur, dans le fond, qui est la dureté du mental. Hein? Puis là, je ne sais pas si vous êtes une génération qui a aimé les boys, mais moi, j'aimais les boys. La dureté du mental, donc le boxeur en rouge, en noir, c'est les gens qui sont capables de faire, d'utiliser du sarcasme, qui vont se défendre. Des fois, ils vont dire des paroles qui peuvent être blessantes. En noir, ça peut même être quelqu'un qui a le côté pervers, donc qui va avoir du plaisir à faire souffrir quelqu'un, mais en même temps, ça peut aussi être quelqu'un qui accepte de souffrir pour se faire aimer. Donc là, ça, c'est des choses qu'on analyse avec les clients quand on a cet aspect-là dans leur personnalité. Si tu es quelqu'un de gentil, qui ferait pas mal une mouche, clairement, ton boxeur est en vert et la moyenne de la population est en jaune là, à 1,42. Donc, la majorité des gens n'ont pas cet aspect-là dans leur personnalité. Et le dernier, c'est le côté rebelle, le dernier mais non le moindre, qui est notre relation à l'autorité. Celui-là aussi est relativement rare dans la population. En général, la moyenne est à 0,84. Donc, la majorité des gens n'ont pas de problème avec l'autorité, à se faire dire quoi faire, avoir un patron, respecter des règles, la police, peu importe les règlements. C'est la moyenne des gens n'ont pas cet aspect-là dans leur personnalité. Mais si on a un petit souci avec l'autorité, si on n'aime pas se faire dire quoi faire et tout ça, ça se peut qu'on ait un petit côté rebelle, qui est le côté passif-agressif qu'on pourrait appeler là, dans le dictionnaire de la santé mentale. Et le rebelle, dans le fond, c'est l'aspect de notre personnalité qui peut nous jouer des tours parce qu'il peut avoir de la difficulté à adresser des conflits. Il va préférer la fuite. C'est quelqu'un qui est plus sensible, les mots qui sont utilisés, le ton qui est utilisé. Donc, prendre conscience qu'on a peut-être cet aspect-là dans notre personnalité, c'est ultra important parce que ça va empêcher de poursuivre le cycle de dire que je suis une victime ou de est-ce que c'est moi qui est le bourreau, le sauveur, est-ce que je me perds un peu dans ces games de pouvoir-là. Donc, le rebelle est un élément important à conscientiser pour l'arrêter d'être celui qui tient la route. Hein? Donc, c'est des aspects ultra importants de notre personnalité que les autres modèles ne vont pas nécessairement nous partager. Je t'invite à m'écrire, me suivre sur les réseaux sociaux. Il va y avoir toutes les informations ici. Je dois vous laisser parce que mon temps est écoulé. J'ai dépassé un petit peu. Je suis très contente si vous êtes rendu jusqu'ici. Et s'il y a quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et je vous ai mis également à la fin du petit document des pistes de réflexion, des questions pour peut-être pousser encore un peu plus la connaissance de soi, en espérant que je t'ai apporté de la valeur et au plaisir de faire ta connaissance. À bientôt! Au revoir!